Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet assez complexe, la réglementation des armes à feu en France. C'est un système qui a une logique bien à lui, très différente de ce qu'on peut connaître ailleurs. Alors, la question qu'on se pose tout de suite, c'est est-ce qu'on peut posséder une arme en France? Eh bien, la réponse est loin d'être un simple oui ou non. Tout le système est construit autour d'une philosophie bien particulière qui encadre absolument tout, de l'achat jusqu'à la simple possession chez soi. Et voilà, on touche au cœur du sujet. Cette phrase, elle est essentielle pour tout comprendre. Elle résume à elle seule toute la philosophie du système français. Posséder une arme, ce n'est pas un droit, mais bien un privilège. Un privilège qui est accordé par l'État et qui vient avec tout un tas de responsabilités très strictes. Ok, donc comment l'État gère ce fameux privilège? Eh bien, il a mis en place un système très structuré. Et tout part d'une idée assez simple, au fond. On classe toutes les armes en 4 grandes catégories, en fonction du danger qu'elles représentent. La logique derrière tout ça, elle est plutôt claire et progressive en fait. Pour la catégorie A, c'est simple, interdiction totale. On parle là des armes les plus dangereuses, type fusil d'assaut. Pour la catégorie B, il faut une autorisation de la préfecture, et ce n'est pas une mince affaire. La C, c'est plus simple, une déclaration suffit, c'est souvent le cas pour les armes de chasse. Et enfin, la D, c'est en acquisition libre pour les majeurs, on y trouve des armes de collection ou des petites bombes lacrymo. Bref, le principe est limpide, plus c'est dangereux, plus c'est contrôlé. Bon, maintenant qu'on a ces catégories en tête, la question qui vient tout de suite après, c'est concrètement comment on fait pour acquérir une arme légalement. Eh bien, comme on peut s'en douter, les chemins pour y arriver sont très balisés. Et là, il y a un point qui est vraiment central. L'achat d'une arme est quasiment toujours lié à une activité bien précise, et réglementée bien sûr. On n'achète pas une arme juste comme ça sur un coup de tête, non, il faut une raison valable. Et les deux raisons principales, c'est soit le tir sportif, soit la chasse. Regardez un peu ce parcours du combattant pour obtenir une arme de catégorie B. Ça montre bien à quel point le système est rigoureux. Ce n'est vraiment pas une simple formalité, hein. Il faut rejoindre un club, y aller régulièrement, avoir le feu vert de la fédération, et puis la préfecture fait une enquête sur le demandeur. Tout, absolument tout, est tracé numériquement dans le fameux système SIA. C'est un processus qui est long, qui est exigeant, c'est clair. Ok, mais et la légitime défense dans tout ça? C'est une question qui revient tout le temps. Est-ce qu'on a le droit d'acheter une arme juste pour se défendre à la maison? La loi est très claire là-dessus. Pour ce qui est de la défense personnelle, on va plutôt regarder du côté de la catégorie D. Là, on parle d'équipements qui ne sont pas faits pour tuer. On peut les acheter librement si on est majeur, pour les avoir chez soi. Mais, et c'est un grand mais, les avoir sur soi dans la rue, c'est interdit. Sauf si on est un motif légitime. Et cette notion, elle est interprétée de façon hyper stricte par la justice. Donc prudence. Mais attention, obtenir l'arme, ce n'est que la première étape. C'est un peu comme passer son permis de conduire. Une fois qu'on l'a, il y a encore tout le code de la route à respecter. Eh bien là, c'est pareil. Ce privilège vient avec des devoirs stricts et qui durent dans le temps. Et au centre de tout ça, il y a le SIA. Il faut voir ça comme la carte d'identité numérique de chaque arme légale en France. Absolument tout est noté dedans. Une vente, une réparation, une destruction, hop, c'est enregistré. Ça permet une traçabilité parfaite. L'État sait en permanence qui possède quelle arme. Ensuite, la sécurité à la maison. Là-dessus, la loi ne rigole pas du tout. C'est non négociable. Les armes et les munitions ne doivent jamais être facilement accessibles. Pour les catégories B et C, c'est simple. Soit un contrefort, soit on démonte une pièce essentielle de l'arme. Et la règle d'or, c'est la ne jamais oublier, les munitions toujours à part et toujours sous clé. Et là, on arrive à une distinction cruciale en droit français. La différence entre détention et port d'armes. La détention, c'est le droit d'avoir l'arme chez soi, bien rangée et en sécurité. Le port, c'est se balader avec, prêt à servir. Et pour le citoyen lambda, même s'il a toutes les autorisations du monde pour la détenir, le port est interdit. Point. Les seules exceptions, ce sont les pros, comme la police, ou des cas rarissimes de personnes qui ont une autorisation spéciale parce qu'elles sont menacées. Tout ça nous amène à une dernière grande question, et pas des moindres. Dans quel cas a-t-on le droit d'utiliser son arme pour se défendre? C'est là qu'on entre dans le domaine complexe de la légitime défense. La légitime défense, c'est une sorte de joker juridique. Ça autorise à faire quelque chose qui est normalement illégal, comme utiliser la force, pour se protéger d'une attaque. Mais attention, ce n'est pas un chèque en blanc, loin de là. Pour que ça tienne la route, il faut respecter des conditions hyper précises, et surtout les deux plus importantes, la nécessité et la proportionnalité. Et ces conditions, les voilà. On peut les voir comme une checklist que les juges vont utiliser. 1. L'attaque doit être injustifiée.
2, elle doit être en train de se produire, là, maintenant. Ensuite, la défense doit être 3, nécessaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix. 4, immédiate. Et surtout, 5, proportionnée. C'est ce dernier point qui est le plus délicat. Pour faire simple, on ne sort pas un fusil face à une simple gifle. Évidemment, c'est toujours le tribunal qui tranche, au cas par cas. Alors au final, tout ce système, toute cette philosophie du privilège, ce cadre super strict, est-ce que ça a un impact concret? Est-ce que ça marche? Les chiffres, eux, nous donnent un début de réponse assez frappant. 30, c'est le chiffre à retenir. 30 fois. D'après une étude, le risque de mourir par balle lors d'un homicide est 30 fois plus important aux États-Unis qu'en France. Alors bien sûr, il y a plein d'autres facteurs qui jouent, mais ce chiffre, il est quand même énorme. Il illustre de façon assez brutale la différence de conséquences entre une approche basée sur le droit de porter une arme et une autre basée sur un privilège très encadré. Le modèle français, avec son insistance sur la responsabilité et le contrôle, n'est évidemment qu'une réponse parmi d'autres. Mais il nous force à nous poser une question de fond, une question qui dépasse largement les frontières de l'Hexagone. Pour construire une société plus sûre, vaut-il mieux considérer la possession d'armes comme un droit pour tous ou comme un privilège pour quelques-uns? La réponse que chaque pays donne à cette question façonne des mondes radicalement différents.